Bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast dédié à la découverte de héros ordinaires qui se dépassent chaque jour pour atteindre des sommets extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'un individu hors du commun, un véritable exemple de détermination et de persévérance. Gilles, un père de famille, un travailleur acharné et un passionné de triathlon. Dans la vie, nous avons tous entendu parler de sportifs d'élite, ces athlètes qui dédient leur existence à s'entraîner, à manger et à dormir, tout cela dans le but de repousser sans cesse leurs limites. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une autre catégorie de personnes, celle que j'aime appeler les héros ordinaires, des individus qui jonglent avec les responsabilités de la vie quotidienne tout en poursuivant leurs rêves sportifs. Gilles est l'un de ces héros ordinaires. Collègue au conseil communal, il mène une vie bien remplie en tant que père de famille et travailleur à plein temps. Il y a plus de 20 ans, un ami l'a initié au triathlon et depuis lors, cette discipline est devenue une véritable passion pour lui. Ce qui différencie Gilles, c'est son incroyable détermination. Malgré les défis que la vie lui a réservés, il a continué à s'entraîner plusieurs heures par semaine, quel que soit le temps ou les obstacles qui se dressent devant lui. Sa force mentale et sa capacité à persévérer dans l'adversité font de lui un véritable exemple à suivre. Mais ce n'est pas tout. Gilles se prépare actuellement pour une course qui est bien plus qu'un simple triathlon. Le samedi 5 août, il va participer à la légendaire course Norseman, une épreuve réputée pour être l'une des plus difficiles au monde. La particularité de la course Norseman réside dans son parcours époustouflant, offrant des paysages à couper le souffle en Norvège. Les participants doivent faire face à des conditions météorologiques extrêmes et surmonter des dénivelés vertigineux tout en nageant dans des eaux glacées et en affrontant des vents puissants. C'est un véritable test physique et mental qui pousse les triathlètes à leurs limites et au-delà. Dans cet épisode, nous plongerons dans l'univers de Gilles, de sa préparation pour la course Norseman à sa philosophie de vie inspirante. Nous découvrirons comment il concilie sa passion pour le triathlon avec ses responsabilités familiales et professionnelles et nous nous imprégnerons de sa détermination contagieuse. Alors préparez-vous à être inspiré et motivé par l'histoire de cet incroyable héros ordinaire. Suivez-nous dans cette aventure extraordinaire où le courage et la ténacité repoussent les limites du possible. C'est parti pour un voyage au cœur de l'exploit sportif et de l'esprit humain. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Mon cher Gilles, bienvenue. Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, merci. Calme olympien. Zen attitude. Zen attitude. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu nous ferais une petite bio de toi ? Gilles de Rêve, 56 ans. Je suis né en ville de Fribourg, dans le quartier de Gambard. J'ai grandi dans ce quartier jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, on est allé en ville de Fribourg, à la rue de Lausanne. Et ensuite, route du Jura, je suis arrivé à Givisiez en 1998. Fribourgeois pure souche de toujours. Un vrai de vrai bourgeois de la ville de Fribourg. Et pourquoi Givisiez ? Parce qu'une maison était en vente, oui. Et c'est ce qui m'a rapproché. Nous habitions à l'époque en face du mini-golf au chemin de Bonlieu, et là on a juste déménagé 300 mètres, mais c'était sur la commune de Givisiez. Je connaissais déjà pas mal de gens de Givisiez, et puis du coup voilà,
c'est l'occasion qui fait que j'ai pu arriver dans ce beau village. J'imagine qu'il y a passablement de gens qui doivent te connaître du coup. Fribourg est petit, donc à l'époque Fribourg, il y avait la disco de Beaumont, il y avait le Select, il y avait le Wine Bar, donc tous les Fribourgeois se voyaient au même endroit. Il y avait la discothèque Lumière Noire, et c'était une disco itinérante, elle venait à la Halle des Caisses au fond de Pérol, et du coup, s'il y avait 2-3 000 personnes, tout le monde se connaissait. Et puis il est vrai que maintenant ça fait professionnellement plus de 34 ans que je suis à l'Office de la circulation. Comme travail, et là, tout le monde y passe au moins une fois. Donc, c'est vrai. Le réseau, je dirais, social a grandi fortement. C'est bien de t'avoir dans ces petits papiers pour les expertises. Les expertises pas, non. Ah, c'est mais pas les peut-être expertises. Les numéros de plaque. Ouais. Ah, les numéros de plaque. Ça peut aider. Ouais. Alors, on arrivera à trouver un arrangement. Une des multiples raisons qui fait que je t'ai invité aujourd'hui, alors je vais commencer peut-être par celle-ci, c'est une des multiples casquettes que tu as au quotidien. Donc tu es père de famille, tu es salarié à 100%, tu as un engagement politique et local. C'est là où finalement on s'est rencontrés réellement. On s'est vu de loin parce que mes beaux-parents habitent dans le même lotissement que toi. Et puis tu pratiques un sport à très haute intensité, et puis tu vas nous raconter une aventure assez sombre où je vois la corne de brume, le froid dans la deuxième partie de l'épisode. Mais si on commence, je dirais par tes multiples casquettes. L'engagement politique, ça vient de quoi ? Un malentendu. Donc je suis arrivé à Givisiez en 98. À l'époque, je faisais du vélo avec des gens de Givisiez. Et puis, il y avait chaque année les championnats du monde de pompiers cyclistes. D'accord ? Donc, pour faire aller au championnat du monde, je devais faire partie des pompiers cyclistes. Pour faire partie des pompiers cyclistes, je devais pas faire partie de l'amicale. Et pour faire partie de l'amicale des pompiers, je devais faire partie des pompiers. Donc, j'ai commencé les pompiers. Et puis, il s'est avéré que le réseautage a encore là une fois continué à grandir. Puis un jour, en me présentant à l'administration communale en janvier 2006, j'ai la secrétaire des eaux de l'époque, Madame Martine Gay, qui me dit il y a une démission au conseil communal, on cherche quelqu'un. Et puis, j'ai posé la question ce que c'était. J'ai rencontré le syndic d'alors. Et puis, premières élections en 2006. J'étais sorti première élection premier, c'est ce que font généralement toute première élection, parce que les gens connaissent moins, mais voilà, donc très content, et puis j'ai continué sur ma lancée jusqu'à ce jour. Et à l'époque, tu avais déjà des enfants, j'imagine ? Oui, Emma est née en 99 et Pierre en 2002, donc effectivement, mais on me l'avait vendu, c'est 200 heures par année, tout compte fait, c'est peut-être 200 heures par trimestre, mais j'avais le dicaster des eaux, donc effectivement, le temps de savoir ce que c'est un collecteur, de connaître un peu le réseau de la commune, j'ai fait petit à petit, j'avais dit que j'avais pas beaucoup de temps à me consacrer, puis au fil des années, on se prend là au jeu, puis si on veut faire un travail correct, on est obligé de faire des heures. Donc j'ai eu ce dicaster jusqu'en 2008. Ensuite, j'ai pris le dicaster de la formation, des sports et de la culture que j'ai toujours actuellement. D'ailleurs, le sport, on va y venir. Tu pratiques le triathlon. C'est un sport qui se refuse à moi parce que je suis très très mauvais en natation et je pense que j'ai plus de chances de couler. Comment est-ce que tu as découvert le triathlon ? Alors, j'ai pratiqué à peu près tous les sports comme dans ma jeunesse. Mes parents faisaient de la gym, donc j'ai commencé par de la gym artistique. Ensuite, j'ai fait du water-polo, de la Fribourg natation à l'époque. Ensuite, j'ai un peu touché un peu à tous les sports. Et j'avais un ami, j'ai toujours un ami, José Léal, c'est le patron du plus délicieux burger que le canton de Fribourg ait connu. Et il m'a dit, il pratiquait ce sport. J'étais allé le voir à une ou deux compétitions. Puis un jour, il me dit, viens tester. Donc moi, j'ai été nager. Et puis, j'ai nagé, ça m'a plu de la natation, j'ai toujours aimé l'eau, donc j'ai nagé tout l'été, et puis j'ai fait ma première course en juin 2003, c'était le triathlon de Sion, et puis après c'est comme une drogue, je m'entraînais 10, 12, 13 fois par semaine, et puis j'ai commencé un peu sur le tard, parce que généralement tous ceux qui commencent le triathlon, ils viennent soit de la course à pied, soit du vélo, soit de la natation, moi je venais de rien, donc j'ai dû ramer dans les trois sports pour avoir un niveau convenable. Qu'est-ce qui te plaisait dans le triathlon ? Alors, je suis pas bon en course à pied, je suis pas bon en natation, je suis pas bon en vélo, dans un sens où jamais j'aurais pu percer dans un des trois sports, mais les trois ensemble, bizarrement, j'étais toujours dans le premier tiers des compétiteurs, donc
J'avoue que c'est génial de passer de la natation, moi qui adorais ça, le vélo, ben, c'est magnifique, puis la course à pied, ben, en plein air, etc. Donc c'est vraiment 3 sports très complets, très complémentaires. Et là, si on rajoute une couche, maintenant, on met les enfants par-dessus, 10-12 entraînements par semaine, ça passait comment? Tu t'organisais comment pour t'entraîner? Alors j'ai eu de la chance J'ai fait mon dernier longue distance un mois avant la naissance de ma fille. Donc après j'ai fait pendant une dizaine d'années plus que des courses de vélo. Alors ben là voilà, j'avais 2-3 entraînements par semaine, j'allais le soir, mais ça allait encore tant qu'il n'y avait pas la commune. Puis quand la commune est arrivée, ben là j'ai diminué un peu les courses de vélo jusqu'en 2013 où là j'ai repris un peu le triathlon. Mais je suis quelqu'un du matin. Depuis 2006, je me lève tous les matins à environ 5h, 5h30. Et puis, bah, au lieu d'aller boire le café avec une équipe d'amis en ville de Fribourg, 7 jours sur 7, ben, maintenant, à la place, je vais m'entraîner. Donc, je me lève généralement à 5h moins quart, puis à 5h, je pars. Puis ça, c'est 7 sur 7, 365 jours. Bah, tu as cité un point très important, c'est les amis. C'est pas trop dur justement des fois de devoir mettre justement les amitiés un peu de côté au détriment entre guillemets du sport. Les amitiés, on ne les perd jamais. Les vrais amis restent toujours les amis. Alors, il faut faire la part des choses. La famille passe en premier. Après, mon confort personnel, je dirais, pense à second. Puis les amis, ben, on gravite autour, mais on a des amis dans le travail, on a des amis dans le sport, on a des amis la commune, on a des anciens amis avec qui j'ai fait les 400 coups entre 15 et 25 ans. Donc, on a des contacts, c'est vrai que maintenant avec les réseaux sociaux ou avec les groupes WhatsApp, ben avec tous ces amis on a des groupes WhatsApp, ce qui permet d'avoir des contacts qu'on n'avait pas à l'époque où il fallait s'envoyer une carte postale ou un courrier pour avoir des nouvelles. Même quand vous habitiez l'une commune à côté de l'autre. C'est ça, exactement. C'est effectivement très important de trouver un peu son équilibre. Alors tu dis ton confort personnel passe au second plan, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit assez souvent quand on veut faire du sport. On a les copains, en règle générale, on met la famille et puis les relations sociales, et puis nous, on se met un peu de côté, mais c'est quand même important de ne pas s'oublier. Toi, tu as réussi à bâtir une certaine stabilité dans ta pratique sportive. Donc, tu avais dit que ça faisait 34 ans que tu travaillais pour le même employeur. J'espère que tu t'y plais toujours. Mais on voit aussi que ça contribue à ta routine, et puis ça te permet quand même de, entre guillemets, te mettre en mode automatique. Quand tu travailles le matin, tu sais que tu vas pouvoir aller faire du sport, tu sais que le travail, tu sais ce que tu vas faire, tu arrives dans un environnement que tu connais, donc ça permet peut-être de focaliser une certaine partie de ton énergie aussi dans ton entraînement. C'est un équilibre. Moi, je dis toujours, il y a le cercle avec la partie famille, la partie privée, puis la partie professionnelle. Si un des trois est touché, ben forcément, toutes les parties sont touchées. Et puis, ben, c'est à nous de maintenir que ces 3 parties tiennent toujours. Alors, jusqu'à l'âge, Emma est née, j'avais 32 ans, donc jusqu'à l'âge de 32 ans, j'ai vraiment tout fait. Donc, c'est là que j'ai fait déjà des longues distances à l'époque. J'ai participé à plus de 150 courses. Dès le moment que j'ai commencé le triathlon et puis que j'ai fait ma dernière course avant la naissance d'Emma, qui était l'Ironman de Zurich. Et là, il est vrai qu'à l'époque aussi, ça existait. Ces Ironman, c'était une autre planète. Il n'y avait pas des semi-Ironman. On pouvait déjà aller à Hawaï, mais c'était compliqué. C'était même pas la marque Ironman au départ. Donc là, ça allait sans les enfants. Donc du moment que j'ai eu les enfants, je me suis dit, ben voilà, il y avait un temps. Avant les enfants, ben, il y a un temps avec. Puis là, j'ai vraiment consacré, je dirais, le 99% de ma vie loisirs privés aux enfants. J'ai fait le maximum et puis je n'ai aucun regret. Après, dès que j'ai recommencé le triathlon en 2013, donc Pierre avait plus de 10 ans, puis vu que je vais beaucoup le matin, donc ça ne les gênait pas trop. Ouais, non, c'est clair. Si tu devais donner un conseil à moi ou un jeune papa qui justement doit diminuer sa pratique sportive, ça serait quoi? Tu lui donnerais quoi comme conseil pour trouver cet équilibre-là? C'est quoi les choses auxquelles il faudrait qu'il fasse attention? C'est mettre des priorités. Puis on n'est pas champion du monde. On n'est pas professionnel du sport, donc la priorité c'est la famille et puis faire vivre sa famille. Donc le boulot passe, je ne veux pas dire passe en premier ou en deuxième, mais la famille passe en premier. Puis le sport, on ramène rien à la maison à part sa satisfaction personnelle. Mais ça génère souvent des conflits si on fait trop de sport parce qu'on arrive, les enfants ont tout d'un coup cassé quelque chose ou on fait des bêtises ou ils sont fatigués. Madame est arrivée du boulot, il y a une cuite, etc. Je vois que ça
générateur de conflits quand on fait beaucoup. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller tôt le matin, donc tout le monde dort à cette heure-là. Donc moi, quand j'arrive, les enfants se réveillaient, je passais à la boulangerie en passant, j'ai la boulangerie Grand-Jean à Givisier, et il est vrai que ils avaient du pain frais tous les matins, puis jamais personne n'a râlé. Et puis je crois que c'est un excellent souvenir pour eux, parce que tous les matins, pendant 10 ans ou 12 ans de leur vie, ils ont eu du pain frais. Et puis c'était le bon côté des choses. Donc le week-end, j'avais les enfants aussi, parce que mon ex-épouse, je suis séparé, donc mon ex-épouse, elle travaillait les week-ends et moi la semaine. Donc le week-end, j'avais pas la possibilité de faire du sport. C'était surtout la semaine. Et puis tes enfants, ils aiment le sport ou ils pratiquent du sport ou pas? Alors, comme tout parent, on essaie de mettre ses enfants à faire du sport. Donc Emma a été au Fribourg Natation, mais après elle ne savait pas si bien nager, donc elle a arrêté. Puis Pierre, lui, il a fait du foot comme tous les enfants à 4-6 ans, parce que les copains d'école. Et puis après, on a la chance à Givisier d'avoir une halle de skater hockey. Puis il a commencé le skater hockey quand il avait 6 ans. Puis il a fait une dizaine d'années de hockey. Puis maintenant, il a suivi un peu les pas de son papa. Il a commencé le triathlon l'année dernière. Et puis il va très bien ce garçon. Je suis assez content. Je me suis beaucoup entraîné avec lui l'année dernière. Cette année un peu moins parce qu'il a l'école de recrue, il a eu l'école de recrue, du coup j'ai pris un peu d'avance sur lui au niveau de la forme physique, donc il la rote un peu quand il vient avec, mais je me réjouis l'année prochaine quand il a cette année de transition là où il va être au beau fixe pour l'année prochaine. Ah, ça chatouille un peu quand même, la compète. Ouais, surtout qu'il m'a accompagné partout, les derniers Ironman là, il était avec moi, il court avec moi, il vit passionnément, et puis les courses que j'ai cette année, il va m'accompagner également, ça sera... Sans lui, la première, là, je ne pourrais pas la finir. C'est effectivement lui qui souvent prend tes photos pendant les courses. Exactement, et puis qui m'encourage. Et puis ce qui est pratique, c'est qu'il a les bons mots. Parce que ce n'est pas un ami, ce n'est pas un copain. Bravo. Il a vraiment les mots parce qu'il me connaît, il voit le visage. Il sait quand je suis content ou quand je ne suis pas content. Donc quand je ne suis pas content, il dira les bons mots. C'est pour ne pas m'allumer. Parce qu'on passe toujours dans des périodes, notamment au niveau de la course à pied, de l'euphorie à la déprime en quelques mètres, et ça se voit malheureusement. Et puis quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui comprend et puis qui dit là c'est pas quelque chose que je vais lui demander, quoi. Il n'y a aucun mot, ça se sent. Et puis toujours des encouragements, et puis c'est vrai que ça c'est qualité. Carole pareil aussi, donc ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Et vous faites du sport ensemble justement avec Carole? Alors on fait de la course à pied ensemble, quand mon temps le permet, j'aime bien aller courir avec Carole. Alors ça on papote beaucoup, ça c'est vrai, puis on a la chance d'habiter à Bois de Moncord qui est pas bien loin, donc on se fait des petites virées, on essaie d'aller une fois par semaine, elle court aussi de son côté, moi de mon côté, mais on essaie de se trouver un week-end, une petite sortie course à pied, sympa. C'est important d'avoir un petit moment blabla comme ça hors du temps. Exactement. Je pratique aussi, donc c'est les mercredis matins. C'est parfait. C'est parfait. Alors le matin, je suis seul, donc je me parle à moi-même. Alors j'avoue que je me supporte assez bien, d'où le triathlon, c'est un sport individuel, donc il faut se supporter, il faut s'aimer, il faut s'encourager, il faut se motiver. Puis je dois dire que je m'entends bien avec moi. Et puis c'est vrai qu'avec Carole, ça va aussi bien. Ouais, ça va tant mieux. Et ça t'apporte quoi de faire du sport? Parce que tu en pratiques quand même un paquet, une certaine dose depuis de nombreuses années. C'est un bien-être, c'est de monter les escaliers 2 par 2 sans être fatigué. J'avoue que c'est agréable de se sentir bien en forme physique. Bien sûr qu'il y a tous les aléas des pépins physiques qui font que des fois on est moins en forme physique que habituellement, mais j'ai fait le constat que plus on fait, mieux ça va, même si on est blessé. Donc après, il faut juste trouver un juste équilibre entre le trop peu et le pas assez. Puis ça, des fois de s'entourer de personnes qui puissent vous donner un fil rouge, sous forme de coaching, ça j'ai remarqué qu'après toutes ces années d'aller au bruit, de dire il fait beau, ce soir je vais aussi parce qu'il fait encore beau, puis demain matin il fait beau, je peux aussi y aller. Certains corps peuvent le supporter, mais d'autres pas. Donc avoir un fil rouge qui dit non, tu vas rester tranquille, et puis tu vas pas faire 5 heures, tu vas faire 3 heures. Ça permet d'être en bonne santé, puis quand même d'un bon état physique. Moi j'aime bien arriver à la maison d'un entraînement, puis je dis j'aurais pu refaire encore un tour. Pour lieu d'arriver que je suis au bout de ma vie, que j'ai voulu absolument faire quelque chose, et puis mon cerveau retient beaucoup. Donc j'évite ce genre d'excès. Ça permet de faciliter aussi la récupération, puis
La préparation de l'autre entraînement, on commence déjà par là. Comment tu finis le dernier, ça c'est clair. Ouais, et puis ça, je vois au fil des années, quand j'ai commencé en 92, il n'y avait rien de tout ça. Pas de massage, il n'y avait pas de boisson recover, enfin on prenait de l'eau. Moi je mettais de l'eau, du sirop framboise dans de l'eau, j'ai ce souvenir là. Après j'ai commencé à rajouter des hydrates de carbone pour avoir, et puis des gels, et puis des squeezies, puis ça s'arrêtait là. On n'avait rien d'autre. Puis maintenant l'évolution entre l'ostéo, la physio, des programmes d'entraînement, d'avoir un suivi, des massages, une prise de sang de temps en temps, etc. Je trouve que les performances augmentent. Alors on remet ça, certains, les mauvaises langues diront oui mais dopage dans le sport, etc. Ben, je crois pas, je crois que le matériel et les entraînements, faire de la cryothérapie, arriver d'une course, aller dans un bac d'eau froide pour pouvoir améliorer la récupération, de nos jours c'est essentiel, puis que on est bien le lendemain pour recommencer le travail. On le fait dans le cadre de notre travail tous les jours, 5 jours par semaine. Si on n'est pas bien, on va pas travailler, mais on arrive à être motivé, et puis j'adore toujours mon travail, donc c'est l'essentiel. Donc tu es vraiment dans cette je dirais, alors pas forcément toujours dans la recherche de la performance, mais pour toi c'est un tout. Faire du sport, la récupération aussi, les moyens pour récupérer, tu te les donnes aussi, donc c'est vraiment une longévité que tu cherches aussi dans ta pratique sportive. Exactement, c'est la qualité plutôt que la quantité. Oui. Je fais aussi de la peau de phoque l'hiver, mais j'ai une voiture hybride rechargeable puis qui a une autonomie 40 km, donc je me suis dit je vais pas aller au-delà de 20 km, donc je vais à la Béra ou à la place Elbschlund, mais j'ai jamais été faire de la peau. J'ai fait quand j'étais jeune, partie des OG, donc le Club Alpin, j'ai fait ça tous les week-ends à gauche à droite, mais je remarque maintenant on a des beaux coins chez nous, il n'y a pas besoin de faire 12 000 km, se taper 4 heures de voiture pour faire 1 heure de peau de phoque, pas du tout. Là la Béra est tout près, puis moi j'adore aller le matin, c'est le matin à 5h je suis au Brun, et puis à 6h, 6h15 je suis au sommet de la Béra, voir le lever de soleil, puis après arriver au travail à 7h30 quand même. c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et puis tu dis les gars, mais si vous saviez qu'il y a 2 heures j'étais au sommet de la Béra, et puis on arrive, on a une énergie débordante. Alors il faut pas aller avoir les excès, faut faire attention là. Je dois quand même avoir quelques heures de sommeil, la nourriture aussi à manger, et puis le samedi aussi à 5h je me lève, et puis à 7h30, 8h je suis au sommet de la Béra. Puis j'aimerais bien faire profiter plein de gens aussi de tous ces beaux paysages qu'il y a quand il a neigé 2 jours, et puis on trace derrière dans le Place Elbschlund, mais malheureusement les gens se lèvent pas tout le matin. L'appel est lancé en tout cas. À chaque fois que je reçois des invités, je les soumets à la redoutable séquence sur le grill, où je leur pose 10 questions auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible. C'est jamais méchant, mais l'idée c'est de répondre au tac au tac. Est-ce que tu es prêt, Gilles, à passer sur le grill ? Je suis prêt à passer sur le grill. C'est parti. Au-delà du mur, sur le grill. Tu voulais faire quoi quand tu étais plus jeune ? Je crois qu'on m'a jamais posé cette question. Alors franchement, on m'a jamais posé cette question. Et je n'ai aucun souvenir de ce que je voulais faire. Ouais. Question piège. Ouais, question piège, et je peux pas répondre. Très bien, on verra s'il revient plus tard. Ta plus belle compétition ? L'Ironman de Thun. En quelle année ? 2021. Ah, il n'y a pas longtemps. Paysage incroyable. Si je demandais à tes enfants de compléter cette phrase, ils diraient « Papa, Gilles, c'est... » Le meilleur papa du monde. Tu préfères la natation, le vélo ou la course à pied ? Vélo. On est le samedi 5 août. Il est 4h45 du matin. T'es sur un bateau et t'entends une sirène qui retentit. Tu vas partir dans 15 minutes. Tu penses à quoi ? Je pense à la température de l'eau quand je vais sauter du bateau. Quel degré sera t-il ? Ton plus grand défaut ? Honnête ? Faut du moitié-moitié ou vacherin ? Vacherin. Merci Gilles, merci Gilles. Il y a quoi après le Northman ? Les championnats du monde Ironman. Quelque chose sur toi que la plupart des gens ignorent. Généralement, je dis tout, je suis assez honnête. Et c'est pour ça. Je voudrais apprendre à me la coincer de temps en temps.
Quelle question est-ce que tu penses que je t'aurais posée? Quand est-ce que je vais arrêter? Et la réponse? Aussi tard que possible. Aussi lentement que possible. Bravo. Une des raisons également pour lesquelles il fallait qu'on se rencontre absolument cette semaine très rapidement, c'est que justement, dans la séquence sur le griffe, je te parlais du samedi 5 août. Le samedi 5 août, tu vas te lancer dans un défi hors du commun qui s'appelle le Norseman. Mais je vais te laisser nous raconter un peu ce qu'est le Norseman, comment tu t'es retrouvé là-dedans, parce que c'est quand même quelque chose d'épique. Norseman, c'est un triathlon extrême. Extrême veut dire distance Ironman et beaucoup de dénivelé dans des conditions climatiques hors du commun. Le Norseman est né en 2002 d'une équipe qui était sur site et qui voulait partir d'un fjord, aller jusqu'au sommet d'une montagne en course à pied. Et puis, je veux dire, manque de chance, ça faisait les distances 3,8, 180 et 42. Et en 2018, j'ai fait un Ironman, j'avais publié un résultat et j'ai un ami, dans les commentaires, il m'a dit « Gilles, j'ai une course pour toi ». C'était le reportage de France 2 et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, ça c'est un truc pour moi ». Donc le concept c'est distance Ironman, je le répète, 3,8, 180 et 42. On nage dans un fjord, l'eau elle est entre 12, 13 et 15 degrés. On saute d'un ferry, donc on prend le ferry à 4h du matin. On nous amène à 45 minutes plus loin. On saute dans l'eau à moins quart et du haut du bord du ferry. Et c'est 3 ou 4 mètres et directement dans l'eau glacée. Et après, on nous laisse partir à 5h. Donc on doit attendre un quart d'heure dans l'eau. Et ça, je dois dire que j'appréhendais un peu, mais après voilà, je me suis entraîné cet hiver. Ensuite, c'est 180 km de vélo avec à peu près 3500 mètres de dénivelé. Il y a à peu près 5 petites montagnes, dont la première qui fait 35 km et 1500 mètres de dénivelé. Et ensuite, on revient au niveau de la mer, quasi à 100 mètres, et on a 29 km de plat en course à pied avec les 13 derniers qui auront 1800 mètres de dénivelé. Donc on termine au sommet d'une montagne. Et puis il est vrai, quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit ça c'est pour moi. Ça c'est un truc hors du commun qu'on va faire une fois dans sa vie. C'est sur tirage au sort. Il y a chaque année 265 athlètes qui sont tirés au sort dans le monde. Donc moi j'avais fait une course en septembre, j'avais reçu ce commentaire en septembre, le tirage au sort était fin octobre. Bien sûr je m'y suis inscrit et forcément j'ai pas été pris. Mais est-ce que j'ai renouvelé cette expérience 2019, 2020, 2021 et 2022 et j'ai reçu la confirmation l'année dernière. On était à plus de 8800 à participer au tirage et j'ai reçu le Graal. Sur le site internet du Norseman, le premier mot en gauche c'est It's not for you, et puis il y a un texte qui explique c'est pas une raison, c'est pas qu'on a quelque chose contre vous, mais voilà. Et puis ce jour-là j'étais en vacances avec mon fils aux États-Unis, on était sur l'île de la Statue de la Liberté, sur Liberty Island, et puis tout d'un coup je regarde ma montre, j'ai reçu un email et puis je vois Norseman, it is for you. Et puis j'en ai encore les poils au garde à vous et j'ai immortalisé le moment avec mon poignet, la montre et la statue de la liberté derrière. Et puis j'ai mis sur les réseaux sociaux, puis sans mot, sans rien. Enfin, je crois que j'ai juste marqué incroyable nouvelle sur une dans un merveilleux endroit. Et puis c'est vrai que les connaisseurs qui savent ce qu'est le Norseman, ils ont tout de suite compris. Ouais. Et puis il est vrai que c'est un truc incroyable. C'est pas comme un Ironman, donc je répète, il n'y a que 265 tirés au sort, il n'y a pas de ravitaillement, c'est nos proches qui doivent nous ravitailler toute la journée, il n'y a pas de mécanicien, donc on doit faire soi-même, et puis les autres critères encore qui sont importants, les 10 derniers kilomètres, parce qu'au sommet de la montagne, là, les conditions climatiques changent tout le temps, c'est extrêmement dangereux, il y a quelqu'un qui doit finir ces 10 derniers kilomètres avec moi. Et la dernière petite contrainte, c'est si nous sommes aux 37 km 500 dans les 160 premiers, on peut monter au sommet de la montagne et on touche un t-shirt noir.
Et si malheureusement on est après les 160, ben on revient en arrière 2 km, 4 km 500 je dirais, et puis là on touche un t-shirt blanc. Tout ça pour un t-shirt. Tout ça pour un t-shirt, ouais. Mais the t-shirt, le noir ou le blanc. Et le lendemain, il y a la remise des t-shirts où on voit sur tous les sites internet depuis bon nombre d'années tous les athlètes qui ont terminé noir et blanc, alignés couverts. Et, c'est une expérience, c'est pas un Ironman où on part d'un endroit, on revient toujours au même endroit. Il y a des ravitaillements tous les 25 km en vélo, tous les 1,5 km en course à pied. Donc ça, c'est un truc. Pour moi, je vais le faire une fois dans ma vie. Déjà, il fallait que je sois tiré au sort. Cette année, c'est la 20e édition. C'est les championnats du monde Extreme Triathlon. Donc, pour moi, les étoiles sont alignées parce que je participerai ensuite au championnat du monde Ironman. Donc, je fais 2 championnats du monde en 5 semaines. Donc, pour moi, c'est le Graal est atteint, comme disait c'est le commentateur de foot français. Après, je peux mourir tranquille le plus tard possible, mais je peux mourir tranquille. Mais il est vrai que pour ça, j'ai une chance inouïe. Et puis, chaque entraînement depuis le mois de décembre, j'ai appris ça au mois de novembre, puis le mois de décembre, j'ai commencé à m'entraîner. Chaque entraînement, je suis focus ce jour-là, dans l'eau, en vélo et en course à pied. Donc, de toute façon, je le finis. Et après, ça sera juste histoire du t-shirt noir ou du t-shirt blanc. Mais ça va aller vite. Ça va aller très vite. Ouais. Mais t'as donné plein d'infos. Par rapport à un triathlon, justement, normal, alors il y a les conditions météo qui sont différentes. La météo, typiquement dans l'eau, comment est-ce que tu te prépares à une eau à 12-13 degrés ? Alors on a le droit de mettre une combinaison, ça on voit en dessous de 23 degrés pas les professionnels mais des gens comme moi dans les courses suisses ou ailleurs, on a l'autorisation même l'obligation si c'est en dessous de tant de degrés de mettre la combinaison, donc ça c'est pas un souci. Après il est vrai que on peut mettre des houches-chaussons en plus, donc ça va être fait, une cagoule, un protège-cou puis encore un gilet dessous. Donc c'est vrai que aller dans l'eau puis ressortir, j'ai fait ça à peu près tout l'hiver. J'ai la chance d'avoir une amie qui va se baigner avec son club athlétique une fois par semaine après l'entraînement à Pensier, pas bien loin. Donc nous on est allé le week-end, on est allé jusqu'à l'eau à 5 degrés, 5 degrés 5 minutes, 3 degrés 3 minutes, etc. Donc j'ai déjà mis un orteil dedans, je dirais. Ensuite, ça va être un peu la découverte. On a reçu un message vendredi dernier de l'organisateur comme quoi le port des gants sont autorisés. Donc jusqu'à présent, il n'y en avait jamais eu. Donc au début, je dis Yahoo, mais après je me dis mais s'ils écrivent ça, c'est que l'eau doit être vraiment froide. Donc je pense que les 13 degrés, peut-être je suis encore gentil, je verrai bien quand on sera sur place. Donc ils disent dans la présentation de la natation que selon les conditions, il peut y avoir des vagues. Une année, je crois qu'ils n'ont pas fait la natation, ils ont fait une course à pied avant, qu'une fois, c'était en 2012 je crois. Mais autrement, il y a des courants très froids, ça peut varier de 3 à 4 degrés facilement, donc ils prennent aucun risque. Bon, c'est clair, la sécurité est quand même là pour la natation. On part à peu près de nuit, ils font des feux sur les berges, des monstres feux, et on doit suivre ces feux. Donc, heureusement, je respire à droite, puis la berge est à droite, donc je respire à deux temps, donc ça me permettra de toujours avoir un œil, si je puis dire, sur ces feux. Et puis c'est la découverte de l'eau, je pense, on arrive le 1er août sur place, je vais devoir m'acclimater, sinon si je vais pas avant, là je suis les lignes noires de la piscine de la Mota où je fais qu'y nager, mais l'eau libre c'est quand même autre chose, donc là heureusement je me réjouis d'aller quand même 5 jours avant pour m'entraîner un peu, pour tester l'eau, et les affaires que j'aurai. Et puis la deuxième partie, donc je dirais sur le papier ça a l'air d'être la moins compliquée, c'est le vélo. Alors il y a quand même 3000 mètres de dénivelé, mais ça reste que du vélo. Ça reste que du vélo, mais pour moi c'est un peu la difficulté que je vois, c'est l'habillement. Parce qu'il est clair qu'un Ironman, on part en trifonction sous sa combinaison, ou sans combinaison selon la température de l'eau, et ensuite on a sa trifonction. On n'a pas de gilet, on n'a pas de manches, il y en a qui mettent des manches, mais parce qu'on sait la température qu'il va faire quand on part et quand on revient. Cet endroit-là qui se trouve entre Oslo et Bergen, c'est le montagneux, donc les climats changent vite. Et ils ont publié la semaine passée le mont Gastaut-Open, c'est le mont à lequel l'arrivée est en haut, il faisait -1 degré et il neigeait.
Donc, en imaginant qu'on part au niveau de la mer à 0 degré à la fin de la natation, on a 10 km de plat, après on a 35 km de montée, on va jusqu'à peu près 1500 mètres d'altitude. Et là, la température, le matin, elle est de 8 à 10 degrés au bord de l'eau, mais à 11, je pense qu'on va avoisiner les 3, 4, 5 degrés. Et c'est la gestion, donc on peut partir habillé, on a la montée de 35 km, donc on va avoir chaud. Donc là, où on met ses habits? Moi, je suis en trifonction, donc on doit avoir un gilet jaune, encore par-dessus, avec un phare à l'avant et un phare à l'arrière. Et je mets où mes affaires, et puis arrivé en haut, qu'est-ce que je fais? S'il fait froid, est-ce que je rajoute, est-ce que j'enlève? Puis d'après moi, ça va être une grosse compétition d'équipement sur tout le trajet vélo. Et c'est là que ça va se jouer un peu aussi, parce je devrais aller vite si je veux arriver dans les 160 premiers. Donc je devrais optimiser mes équipements. J'ai tout ce qu'il faut. Je me suis équipé vraiment cette année comme jamais, que ça soit pour l'eau, pour le vélo ou pour la course à pied. Mais c'est cette partie que je crains, et le vent. Si on va voir des vidéos de la course 2022, mais les drapeaux, ils sont à l'horizontale. Donc, alors ça va si ça vient de derrière. Ouais, mais, si c'est dans le bon sens. Voilà, alors j'ai choisi de faire avec des courses, avec des jantes sur le vélo de 81 cm. Donc voilà, si le vent est latéral ou de dos, je vais avancer tout seul. Mais par contre, si je l'ai de face, c'est vrai que je devrais appuyer un peu plus fort. Ouais. Et puis le marathon. Alors, la plupart du temps, sur un triathlon, le marathon, c'est 4 boucles. Donc assez monotone. Mais là, pour le coup, ça va être tout droit. Mais il y a la contrainte des 1300 mètres de dénivelé quasiment sur les 10 derniers kilomètres. Alors il y a un peu plus, la montagne est à 1800 mètres d'altitude et on est à 100 mètres au pied de la montagne. Ah ouais. Donc il y a 1750 je crois de dénivelé. Alors les 29 premiers kills, je me suis mis quand même des deadlines. J'ai remarqué qu'avec les résultats passés des personnes qui sont allées au sommet du Mont Gotthard Open, il fallait que je fasse environ 11h30, 12h jusqu'au 29e kilomètre. Après, il y a 5 grands virages. La montée, ça s'appelle le Zombie Hill. Ils disent ça parce que c'est tellement pentu que les gens marchent penchés, on dirait des zombies. Donc c'est 5 virages, c'est sur environ 3 km. Et puis là, quand on arrive là, on a le premier cut-off qui est au 32 km 500, où vraiment ils nous disent oui, vous pouvez aller jusqu'au suivant pour décider si vous montez ou pas, si vous êtes dans les 160 premiers ou pas. Si vous êtes peut-être 155, voilà, il reste encore 4 km, 5 km pour pouvoir faire la différence. Puis après, on continue à monter toujours. Et puis, quand on arrive au 37 500, c'est là qu'ils nous disent oui, vous pouvez monter ou pas. Puis si on peut monter, là, on peut changer de basket, mettre les baskets de trail. On doit avoir un sac à dos contenant une couverture de survie, des pansements, ciseaux, un litre d'eau à manger, une veste polaire, une veste anti-pluie, un pantalon polaire, et puis une lampe de poche frontale, un attel et des sous. Et puis, ça, ils contrôlent le matériel. Et puis, quand tout le matériel est là, on peut monter. Donc je veux dire, il faut penser beaucoup pour cette course, ce que je n'ai jamais eu à penser auparavant. Avant, c'était juste à manger et à boire, une paire de baskets, une paire de vélo, un casque et lunettes, feu gaz. Tandis que là vraiment, et puis je dois avoir les miens, parce que je peux pas passer la ligne sans mon aide en quelque sorte. Puis il doit pas passer la ligne plus d'une minute après moi. Donc la responsabilité sur les épaules de mon fils, il peut pas jouer, il doit vraiment se rester concentré puis être avec moi. Et d'ailleurs, justement, je voulais en venir à ça, c'est que c'est pas une course comme une autre où justement les ravitaillements sont organisés. Donc ça sera Pierre qui va t'accompagner. Et Carole. Pour les ravitaillements. Oui. Et du coup. Et les 2 filles. Comment est-ce que vous êtes préparés? Alors en famille, de toute évidence, mais comment est-ce que vous avez structuré? Est-ce qu'ils seront là à chaque ravitaillement, ou est-ce que vous avez splitté Alors ils seront là dès le départ. On a droit à 1 ou 2 aides. Donc j'ai dû donner les noms de mes aides, qui seront Carole et Pierre, et ils auront un gilet blanc marqué crew, et c'est eux qui m'attendront à la sortie de la natation, pour m'aider à me déshabiller, pour m'aider à m'habiller, ou peut-être pour pas m'aider du tout si j'arrive. Moi j'aime bien pas être assisté, si je peux dire. J'aime bien me débrouiller moi-même. C'est comme ça, je mets mieux les chaussettes, j'enlève tout sans me faire mal, etc. Et après, toute la journée, ils vont devoir me donner à boire, notamment les gourdes. C'est ça que je dois vraiment maîtriser, notamment pour les 45 premiers kilomètres, parce que c'est, je pense, faire 2 heures, peut-être 2 heures et demie, mais 2 heures, j'ai avisionné. Donc, il faut que je prenne avec moi peut-être 2 litres à boire, 1 litre et demi. Et puis c'est lourd en montée, le vélo il fait déjà 9 kilos, plus moi, plus les boissons, la nourriture, ça sera des bars. Mais là après toute la journée, ils doivent s'arrêter, il y a des parcs dévolus pour ça, ils doivent être les deux dans le même véhicule, ils ne peuvent pas
courir, ils peuvent pas à côté, ils peuvent pas rouler derrière moi, ils peuvent pas rouler devant moi, proches, ils doivent être à une certaine distance. Donc ils endossent une grosse responsabilité. Pareil pour la course à pied, ils n'ont pas le droit, je dois courir à gauche de la route face à la circulation, et là ils n'ont pas le droit c'est une route ouverte au trafic, toutes les routes sont ouvertes au trafic. Oui. Et là ils ne peuvent pas être devant, ils peuvent pas courir à côté, donc ils devront stationner chaque fois de la voiture pour me donner à boire et à manger. Donc c'est une grosse organisation, et c'est ce qui me plaît mais qui me stresse en même temps aussi. Pas droit à l'erreur. Ouais, c'est un événement familial. C'est ça, sans eux je peux pas y aller. Alors je me vois souvent passer la ligne d'arrivée, et puis je me disais j'ai réussi. Ben non, on a réussi, parce que sans eux je suis rien. Un Ironman, c'est sans les bénévoles, c'est sans tous les gens qui nous aident toute la journée. Mais là, cette course-là, vraiment, c'est sans mes proches. Et puis il y a les 2 filles à Carole qui viennent également avec, donc elles seront là pour aider, soutenir. Bon, elles n'ont pas de gilet blanc, donc elles pourront pas elles-mêmes me donner quelque chose, mais elles seront dans le véhicule pour préparer les choses, et ça c'est inestimable et important. C'est une aventure. C'est une aventure. On ne peut jamais aller en Norvège, donc ça va être... On y continue après, on fait 10 jours de vacances et... Tu verras, c'est extraordinaire. Oui, j'ai adoré. Je dirais. J'ai adoré, c'est un pays merveilleux. Je me réjouis aussi. Ça va être dur de se remobiliser après pour continuer à courir. Alors, tu avais dit que tu avais une compétition 5 semaines après. Le 10 septembre, ouais. Tout aura l'air facile. Et la première chose à faire, c'est la récupération. Et je n'aurai pas une récupération optimale, comme ici. Parce qu'ici, voilà, j'ai mes habitudes, mon ostéo, mon masseur, un autre masseur, la cryo, enfin voilà. Donc j'ai attrapé quelques habitudes. Je dis depuis 2 ou 3 ans maintenant, au niveau alimentation, préparation, récupération, je suis optimal. Cette année, encore le matériel, que ce soit natation, vélo, course à pied, là, je ne peux pas aller plus loin. Après, c'est mon corps. Et c'est dans l'inconnu que je vais, après cette course, comment je vais faire? Est-ce que, masser, je trouve quelqu'un là-bas, pas si là, on voyage après en Norvège, je pense qu'on va trouver, mais ça va pas être la même chose qu'ici où j'ai fait en 2021 2 Ironman en 13 jours, et là vraiment avant, après et encore après, j'ai optimisé la récupération, recover, massage, nourriture, etc. Puis ça va être la base pour la course du 10 septembre, parce que ça reste un Ironman, ça reste championnat du monde quand même, c'est à Nice, pas à Hawaï cette année malheureusement, parce que cette année c'est les filles et l'année prochaine c'est les hommes à Hawaï, et puis les hommes cette année c'est à Nice, et là il y a quand même 2400 mètres de dénivelé en vélo, et puis monsieur le marathon quand même après, donc mais je vais vite revenir dans le mood, je dirais, à partir du 17 septembre, la date à laquelle on reviendra de vacances. Et ce qui est sûr, c'est que je me réjouis en tout cas de voir ton t-shirt, peu importe la couleur, parce que ça va être une aventure qui est juste extraordinaire. J'espère que tu prendras énormément de plaisir, et puis que tu feras honneur aux ces 8000 autres participants qui n'auront pas pu y aller, et puis je te souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir d'avoir pu répondre à tes questions. À très bientôt, aventurier. À très bientôt, merci. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao!